Il partira d'Utrecht aux Pays-Bas demain. 21 étapes plus tard, il arrivera plein de majesté sur les Champs-Élysées. C'est quasiment parti pour le Tour de France 102e édition. Bonjour Eric Fotorino. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes le patron de l'hebdomadaire Le 1 qui sort un hors-série consacré au Tour qui s'appelle Une épopée française. On va commencer par le climat du Tour. Avec cette chaleur, est-ce qu'on peut envisager un calendrier adapté? Je ne sais pas, des étapes plus courtes, des étapes qui partiraient plus tôt? C'est vrai que d'abord il fait jour, vous voyez, il fait jour quasiment dès 5h30 du matin, donc on pourrait imaginer que les coureurs partent plus tôt pour que les organismes soient ménagés, mais ça enlèverait quand même beaucoup de sel, dans la mesure où je pense que les spectateurs seraient beaucoup moins nombreux à se lever comme ça pour les regarder passer. Donc non, je pense qu'il faut garder aussi ce qu'est la tradition du Tour, c'est-à-dire rouler aux heures qui sont celles du cycliste, et y compris avoir la chaleur quand il fait très chaud. Alors vous dites qu'il fait jour à Utrecht, puisque vous êtes en direct là-bas. Vous qui les suivez tous depuis des années, ces Tours de France, est-ce que celui-là, l'édition 2015, là, vous met en appétit? Beaucoup, d'une part grâce au parcours, parce qu'on part, comme vous le dites, d'Utrecht, on va traverser une partie des Pays-Bas dans les zones de polder, donc c'est toujours beaucoup de vent a priori, donc des cassures dans les pelotons, des pièges. C'est vraiment la première semaine avec cette traversée des Pays-Bas, puis ensuite de la Belgique sur ces routes qu'on connaît quand on suit la Flèche Wallonne, et puis après Paris-Roubaix quand on arrive en France. C'est vraiment beaucoup de pièges qui se tendent sous les boyaux, sous les roues des coureurs. Ça veut dire qu'il va se passer des choses dès le début du Tour, parce qu'en général, la première semaine, c'est des arrivées au sprint et on s'ennuie un petit peu, pour tout dire. Oui, là, je pense que les ingrédients sont réunis pour que, comme d'ailleurs l'an passé, il y avait eu en plus le mauvais temps. Donc des chaussées glissantes, des pavés comme des savonnettes. Donc tout ça oblige beaucoup de vigilance les coureurs, et la moindre faute d'inattention peut être très très coûteuse au classement général. Ce Tour qui part des Pays-Bas, il y a de plus en plus souvent, on a l'impression que c'est des départs à l'étranger. Pourquoi? C'est une question d'argent? C'est une question touristique? C'est une question de prestige? Je pense que c'est un petit peu tout ça. Le premier Tour qui est parti de l'étranger, c'était en 1954, et figurez-vous que c'était des Pays-Bas déjà. Oui. C'était la deuxième victoire de Louison Bobet. Et à cette époque, les organisateurs du Tour craignaient une concurrence d'un Tour d'Europe qui voulait être organisé par d'autres. Donc ils se sont dit, bon, on va un peu couper l'herbe sous le pied, on va nous-mêmes partir d'Europe. Donc je pense qu'il y a à la fois le rayonnement, c'est-à-dire aller dans des pays de vélo, des pays où ce sport est très populaire. Il y a évidemment des questions financières. Je pense qu'une ville européenne, une grande ville qui souhaite avoir le Tour de France, évidemment, c'est un contrat important pour elle, et c'est des liquidités pour les organisateurs, c'est des rentrées pour les organisateurs. Mais je pense qu'au-delà de ça, de plus en plus, on voit des tours partir d'une grande ville d'Europe. Parce que la France, maintenant, n'est pas la France toute seule. On est au sein de l'Union européenne, et je pense que ça vaut aussi pour le sport cycliste. Alors, c'est un Tour de France européen, mais nous, on aimerait bien que ce soit un Tour de France français, en tout cas au niveau du podium. On a un tweet d'Olivier Sarrazin. Quelles sont les chances des Français cette année? Pouvons-nous espérer un podium ou un maillot? Bon, espérer, on peut toujours. Mais simplement, quand on regarde la réalité, on voit qu'il y a quand même 4 gros clients pour avoir ce maillot jaune, que ce soit l'Italien Nibali, évidemment Contador, qui vient de gagner le Tour d'Italie, l'Anglais Froome, et puis ce Colombien Quintana. Donc moi, je dirais que les Français, un Français comme Thibaut Pinot ou comme Romain Bardet, ont bien sûr des chances. Pinot, il était 3e l'an dernier, c'est ça, hein, maillot blanc, meilleur jeune. Maillot blanc, meilleur jeune, très costaud. Maintenant, vous savez, pour gagner le Tour, il faut d'abord être costaud soi-même, il faut avoir une très bonne équipe, parce que c'est un sport individuel qui se gagne en équipe. Et donc, tous ces ingrédients-là font que les Français ne sont pas les favoris. Je pense qu'ils pourront faire des bons coups, faire des très belles étapes pyrénéennes, alpestres. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout, décrocher un maillot jaune? Ça reste à prouver. Vous savez qu'on en a marre de dire tous les ans que c'est Bernard Hinault, le dernier vainqueur en 85. Comme au tennis, on dit que c'est Noah en 83 Roland-Garros. Ça commence à bien faire. Oui, ça va être la crise de la trentaine, comme disent certains. C'est-à-dire que ça fera 30 ans cette année qu'un Français n'aura pas gagné le Tour de France. Il y a eu des espoirs, vous vous souvenez, de Jean-François Bernard, de Charlie Mottet, de bien d'autres. Mais effectivement, la gagne, ça... Et Fignon, d'ailleurs, vous vous souvenez qu'aussi qu'en 89, aurait quelques secondes, là, pu, et j'allais dire dû gagner, si je peux m'avancer autant, bien ça ne ferait pas 30 ans si Fignon avait gagné en 89. Mais on ne va pas faire ce que les historiens appellent de l'Uchronie, dire que serait-il passé si... Oui, évidemment. Il avait perdu à l'issue d'un contre-la-montre sur la dernière étape, sur les Champs-Élysées. 8 secondes. Il avait perdu
Imaginez, après 4000 km de vélo, vous perdez pour 8 secondes, c'est-à-dire 80 mètres. Incroyable, incroyable. Bon, alors évidemment, il y a le sujet qui fâche, comme tous les ans, le dopage. Il y a un nouveau code mondial antidopage, mais il ne sera pas applicable sur ce tour. Pourquoi? Évidemment, ça jette le doute tout de suite. Oui, j'ai vu comme vous ces informations. Ce que j'ai compris, c'est que les juristes ont considéré que les formulations de ce code mondial du dopage étaient trop vagues. Il stipule notamment que tout coureur peut être contrôlé à tout moment, mais ça ne veut pas dire pour autant que les coureurs ne seront pas contrôlés. Ils seront contrôlés aux heures habituelles, j'allais dire, et non pas à tout moment du jour ou de la nuit. Donc je pense qu'il y aura bien sûr des contrôles. Maintenant, le dopage, aujourd'hui, si on est très réaliste, bien sûr qu'il doit continuer d'exister, malheureusement, mais je pense que ce serait vraiment un abus de dire que le dopage est généralisé dans le peloton professionnel. Heureusement non. On n'est plus dans les années du dopage organisé où toutes les équipes... Un nouvel Armstrong, c'est pas possible, par exemple? Vous savez, c'est toujours difficile de répondre à ça a priori, parce que quelquefois on tombe un peu de sa chaise en disant Armstrong, souvenez-vous, quand Armstrong arrive dans le Tour de France, Jean-Marie Leblanc, qui était un grand directeur du Tour, dit on arrive aux années propres. Oui. Et je pense qu'après l'affaire Festina, vous vous souvenez. Donc si vous voulez, on peut imaginer bien sûr que si quelqu'un ou une équipe a des produits que les autres n'ont pas, donc ça veut dire qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on dit ben non, c'est bon. Propre, et finalement, on peut déchanter un peu après. Oui, donc maintenant, bien sûr qu'on peut toujours avoir quelques doutes sur certains coureurs, mais accuser alors qu'on sait parfaitement, moi je discute souvent avec des médecins du sport et du vélo, ça s'est beaucoup amélioré et heureusement. Il s'ouvre de plus en plus au monde, le Tour, puisque pour la première fois, une équipe africaine va prendre place dans le peloton de tête. Oui, c'était... Alors, il y a eu un premier coureur africain dans les années 20, qui s'appelait Ali Nefati, qui venait, figurez-vous, de Tunisie. Des coureurs noirs africains, et en particulier érythréens, il y en a un cette année, c'est effectivement la première fois, et puis une équipe sud-africaine constituée. Alors certains les puristes diront, mais vous savez que Froome est né au Kenya, certes, mais là, on a vraiment une équipe d'Afrique du Sud, avec d'autres coureurs du continent noir. Il va se jouer où ce Tour? Il va se jouer quand? Alors, d'abord, le Tour, ça se joue à chaque instant. On peut le perdre à tout moment, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on le gagne. Roger Pinjon, en 1967, gagne dans l'étape entre Roubaix et Jambes, le bien nommé Jambes, qui est une ville de Belgique. C'est dans les premiers jours du Tour. Moi, je pense qu'il se gagne évidemment dans les montagnes, et il ne se perd pas dans le plat ou dans les étapes moyennement vallonnées. Mais évidemment, le plateau de Beille, évidemment l'Alpe d'Huez. Alors, l'ingrédient quand même un peu fatal cette année, si jamais les 4 ou 5 favoris sont encore dans un mouchoir la veille de l'arrivée à Paris, eh bien la veille de l'arrivée à Paris, il y a l'Alpe d'Huez. Ah oui, quand même. Bon, on va suivre ça très attentivement. Et avec vous, Eric Fotorino, puisque vous serez avec nous sur Europe 1 tous les jours à 8h-5, 7 jours sur 7, ça commence demain. Ça sera votre humeur du Tour. Et on peut vous lire aussi grâce à votre petit éloge du Tour de France publié chez Gallimard. On est donc équipé, on est paré pour ce Tour 2015. À demain matin, Eric. À demain matin. Merci, bonne journée.